Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer notre discussion sur le léomyosarcome cutané. Il y a déjà une partie qui est disponible sur la chaîne dans laquelle on avait discuté sur tout l'aspect morphologique de ce néoplasme, à savoir l'architecture ainsi que les caractéristiques cytonucléaires sur le plan HE, ça veut dire lorsqu'on va colorer notre tissu par la coloration HE ou bien HES. Dans ces vidéos par contre, on va voir surtout le plan immunohistochimique. Ça veut dire déjà quels sont les anticorps qu'on va demander pour prouver qu'il s'agit d'un léomyosarcome, mais aussi quels sont les autres anticorps qu'on va demander pour éliminer les diagnostics différentiels. Voilà, donc pour ceci, on va voir des exemples des lames virtuelles et on commencera par celui qu'on a utilisé au cours de la première vidéo. Donc c'était ce cas, si vous vous rappelez, on avait dit qu'il s'agissait d'une lésion nodulaire au niveau de la peau, avec sur notre lame deux prélèvements cutanés. Donc il y a un qui est en haut et le deuxième qui est en bas. Au niveau du fragment supérieur, on avait un tissu cutané qui était normal, ou du moins qui était indemne de prolifération tumorale. Ça veut dire là où on n'avait pas notre léomyosarcome. Et à ce niveau, on pourra observer différentes couches, différents éléments de la peau, à savoir la couche épithéliale, ça veut dire l'épiderme. On avait observé également le derme avec ses deux parties, la partie papillaire qui est superficielle au contact de l'épiderme, et puis la partie réticulaire, là où on a commencé à observer les faisceaux assez épais de fibres de collagène. Voilà, et puis après l'hypoderme avec la présence de nombreux lobules adipeux, comme ce qu'on est en train d'observer ici, et qui contenaient plusieurs cellules adipocytaires caractérisées par le volume important et par le contenu qui était vide. Voilà. On a observé également d'autres structures. Alors, j'aimerais les mentionner ici sur cette euh, coupe de tissu cutané sensiblement normal parce qu'on va l'utiliser lorsqu'on va appliquer l'étude immunohistochimique. Alors le premier élément que j'aimerais vous montrer, c'est cet élément ici, ou là aussi. Alors là, c'est un tissu musculaire lisse. Alors on va voir l'aspect un peu dans différentes coupes. Alors ici, c'est un faisceau qui est coupé de façon transversale. Et le deuxième, il est coupé de façon longitudinale. Je commencerai tout d'abord par le faisceau coupé de façon longitudinale. Alors on voit très bien que on peut deviner ou bien voir directement la disposition et la direction des cellules. On voit très bien qu'elles sont dirigées dans ce sens. Et quand on va agrandir, on voit très bien que les noyaux, ils ont cette forme caractéristique du muscle lisse qui est la forme en cigare. C'est un noyau qui est assez allongé, fusiforme, et puis entre les noyaux, on a un matériel qui est éosinophile et qui montre ce caractère un peu fibrillaire. On peut distinguer certaines structures filamenteuses. C'est comme de petites lignes qui sont assez fines, qui sont bien dessinées. Ces filaments, ça correspond tout simplement aux myofibrilles contractiles qu'on va trouver en abondance au niveau du cytoplasme des cellules musculaires lisses. Voilà, donc ça c'est un faisceau de muscles lisses qui est coupé de façon longitudinale, et l'autre ça correspond à la même chose, sauf que la coupe à ce niveau elle est faite de façon transversale. Alors quand on coupe une structure qui est assez allongée, à savoir le noyau en cigare des cellules musculaires lisses de façon transversale, alors là il va prendre une nouvelle forme et il va paraître arrondi, comme ce qu'on est en train de voir ici. On a démontré tout ça sur la tumeur au cours de la première vidéo, et donc ce n'est qu'une répétition de ce qu'on a déjà vu. Et puis la cellule musculaire lisse elle-même, elle va prendre une forme qui est plutôt arrondie, plutôt que d'avoir une forme qui est allongée, comme ce qu'on vient de voir sur la coupe longitudinale. Alors toutes les formes qu'on voit ici, ça correspond aux cellules musculaires lisses, c'est juste que la coupe, elle ne passe pas par le noyau. Je vais vous démontrer tout ça maintenant sur ce faisceau de muscles lisses. Alors si je prends par exemple l'exemple de cette cellule, voilà, donc on voit très bien son noyau qui est allongé de forme fusiforme, et puis de part et d'autre, ainsi qu'au niveau des extrémités, on a un cytoplasme qui est assez abondant. Alors on imagine que si la coupe elle passe à ce niveau, on aura à visualiser à la fois le cytoplasme et le noyau, alors que si je passe à ce niveau, on aura à visualiser uniquement le cytoplasme. C'est exactement ce qui arrive à ce niveau concernant le faisceau qui est coupé de façon transversale, où on voit à la fois des cellules qui sont coupées de façon transversale avec la coupe qui passe par le noyau, comme par exemple à ce niveau, regardez cet exemple, on voit très bien la cellule musculaire lisse qui a une forme
plus ou moins arrondie, avec le noyau qui est au centre, qui lui aussi a cette forme arrondie, et puis on a une zone qui est plus ou moins claire autour du noyau. Donc tout ça, c'est la cellule musculaire lisse qui paraît arrondie sur une coupe transversale. Alors si je passe juste à côté, on va voir une autre structure, arrondie aussi, avec uniquement une visibilité du cytoplasme, ce qui implique, ou bien ce qui explique tout simplement que la coupe elle est passée par le cytoplasme et non pas par le noyau. Voilà. Donc ça, c'est une structure musculaire lisse. Alors je vous montre aussi une structure canalaire, ou bien plutôt glandulaire. Alors ce qu'on a ici, on est au niveau de la peau et assez profondément, ça veut dire à peu près entre la jonction entre le derme et l'hypoderme, on a ces structures glandulaires. Alors si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'histologie au niveau du derme, je vous invite à le faire parce que ici, on a des glandes sudoripares. C'est les glandes qui sont spécialisées dans la sécrétion de sueur et c'est des glandes qui sont assez pelotonnées, ce qui explique qu'une seule coupe, elle passe par la même glande à plusieurs reprises. La lumière, elle est là, on voit même un matériel de sécrétion qui va correspondre à notre sueur, et puis on a le revêtement qui est disposé en deux couches. Alors on a une couche qui est interne, qui est représentée par les cellules qui vont sécréter la sueur, et puis on a une couche qui est externe, qui représente des cellules myoépithéliales. C'est des cellules qui sont dotées d'un caractère contractile et qui vont se contracter afin de chasser le contenu en sueur vers la surface cutanée par l'intermédiaire d'une structure canalaire qu'on voit à ce niveau par exemple, qu'on appellera le canal sudorifère. Une troisième structure, c'est ce vaisseau à ce niveau. On voit très bien une lumière qui paraît vide, mais au centre, on a la visibilité de structures globulaires rouges, c'est des globules rouges, et puis au niveau de la paroi, on a une abondance de cellules musculaires lisses qui forment une couche qui est compacte, qu'on va appeler la média. Et ici, il s'agit d'un exemple d'une petite artère musculaire. Donc, si vous voyez ces trois structures, vous allez conclure que les trois, elles comportent soit des cellules musculaires lisses, à savoir la média du vaisseau ou bien le faisceau musculaire lisse, ou des cellules à caractère musculaire qu'on a appelées des cellules myoépithéliales en périphérie des glandes sudoripares. Voilà. Alors après avoir vu tout ça, j'aimerais passer maintenant à notre prolifération tumorale. Notre tumeur sur le plan morphologique, comme on l'avait vu sur la première vidéo, elle occupait à la fois le derme, mais aussi elle présentait une extension vers l'hypoderme. Et on a vu certaines caractéristiques, notamment la disposition en faisceau, qui était entrecroisée à 90 degrés, chose qu'on a pu démontrer en visualisant à la fois des faisceaux qui sont coupés de façon longitudinale et d'autres qui sont coupés de façon transversale. On a vu aussi que le léomyosarcome était caractérisé par une richesse en atypie cytonucléaire, comme on voit ici, donc des noyaux qui sont augmentés de taille, parfois hyperchromatiques, parfois des cellules qui sont multinucléées. Et on a vu que par rapport à la localisation cutanée, il fallait uniquement une mitose pour dire qu'il s'agit d'un léomyosarcome. Alors je passe maintenant au premier anticorps qu'on a à utiliser. C'est un anticorps qui est un marqueur de différenciation musculaire lisse, qui est ce qu'on appelle l'anticorps anti-AML. AML, ça veut dire l'actine musculaire lisse. Alors parfois en anglais on trouve l'abréviation ou bien l'acronyme SMA pour Smooth Muscle Actin. Ça veut dire c'est la même chose. Smooth c'est lisse, actine c'est actine et muscle c'est muscle. Donc ça va de soi. Alors je pars directement vers la partie de la peau qui est normale pour vérifier les trois structures qu'on avait observées initialement. Alors je vois très bien que même à ce faible grossissement, on a une positivité au niveau des faisceaux musculaires lisses. Ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là aussi et là aussi. Donc, si je passe un plus fort grossissement, je vais noter que au niveau des cellules musculaires lisses, on a une négativité des structures nucléaires, des noyaux qui restent négatifs et qui gardent toujours leur coloration bleue, parce qu'on a utilisé l'hématoxyline comme contre-coloration. Et puis tout autour, on avait le cytoplasme, et ce cytoplasme, on voit très bien qu'il a pris la couleur brune, qui est un signe de positivité dans ce cas, parce qu'on a utilisé la couleur brune comme chromogène. Donc tout ce qui est brun, ça veut dire que c'est positif. Et cela veut dire qu'il y a, au niveau des régions brunes, de l'AML. Ça va de soi parce que l'AML c'est une actine et l'actine elle est présente au niveau des cellules qui ont un caractère contractile. Alors je passe maintenant à mon vaisseau qui était la petite artère musculaire et là aussi au niveau de la média, je vois très bien qu'il y a une positivité au niveau du cytoplasme avec une négativité au niveau des noyaux.
Si je passe maintenant à la troisième structure, qui était les glandes sudoripares, là aussi, je vais trouver qu'il y a un certain marquage, mais pas de toutes les couches cellulaires. Par exemple ici, regardez bien qu'on a une lumière au niveau du centre, et puis juste à côté, on a la couche de cellules épithéliales qui vont sécréter de la sueur et donc qui n'ont pas de caractère contractile. On n'en a pas besoin parce que c'est des cellules qui vont sécréter la sueur. Et puis du côté externe, on a des cellules à caractère contractile, ce qu'on appelait les cellules myoépithéliales, qui elles présentent un marquage, ça veut dire cette couleur brunâtre avec des noyaux qui restent négatifs, qui se traduit par cette teinte bleutée. Alors, c'était le fragment qui présentait un aspect sensiblement normal au niveau de la peau. Alors si je descends au deuxième fragment qui siège de la prolifération, je vais trouver ce marquage positif évident. Et si je passe un plus fort grossissement, je vais trouver que l'ensemble des cellules de notre prolifération, il est marqué, il est positif, avec bien sûr une négativité au niveau des noyaux. C'est normal, parce que l'actine qu'on est en train de chercher, elle est présente au niveau cytoplasmique. Et donc, notre prolifération, en fin de compte, elle exprime l'AML. Un deuxième marqueur qu'on va chercher, c'est la desmine. La desmine, ça représente un filament intermédiaire qu'on trouve au niveau des cellules musculaires. Alors, on a toujours les deux fragments. On va vérifier tout d'abord si notre technique, si notre anticorps a bien marché ou pas. Ceci va se faire sur des régions, sur des éléments qu'on va appeler des témoins. Et dans ce cas, on a un témoin qui est interne, qui est le muscle lisse qu'on a observé au tout début. On l'a observé à ce niveau et à ce niveau, et on trouve et on note très bien qu'on a un marquage, on a une positivité au niveau cytoplasmique, au niveau des cellules musculaires. Donc notre technique, elle a très bien marché. Là aussi, on note que les noyaux ils restent toujours négatifs, ils gardent toujours leur coloration bleutée, alors que le cytoplasme, il a pris cette couleur brune, et donc c'est un témoin qu'on a une présence de desmine au niveau du cytoplasme de ces cellules. C'est normal parce qu'il s'agit ici de cellules musculaires lisses. La même chose et même raisonnement, même résultat, ça veut dire une positivité cytoplasmique et pas nucléaire au niveau des cellules qu'on trouve au niveau de ce faisceau ainsi que celui-là. Si je descends maintenant vers le fragment qui était tumoral, là où on avait observé notre prolifération, on va trouver une expression cytoplasmique par les cellules tumorales. Donc voilà notre prolifération tumorale qui est disposée en faisceaux. Il paraît que les faisceaux ils sont beaucoup mieux visibles quand on utilise la desmine ou bien une étude immunohistochimique parce que ça montre clairement le cytoplasme et donc ça montre la direction des différentes cellules tumorales. Et donc si je passe un plus fort grossissement, je vais confirmer que le marquage, que la teinte brune, elle est limitée au cytoplasme, comme ce qu'on est en train de voir ici, à ce niveau, et avec bien sûr une négativité des structures nucléaires. Donc ce qu'on voit ici en bleu, qui garde cette forme un peu allongée, mais à caractère atypique, on voit très bien une structure de taille assez importante. Ça correspond à un noyau qui a augmenté de taille, et donc ça rejoint ce qu'on a dit sur le plan morphologique, à savoir des atypies qui sont franches au niveau de cette prolifération. Donc marquage qui est positif, vu qu'on a une prise cytoplasmique de cette teinte qui est brunâtre, et donc c'est une prolifération qui exprime la desmine. On a deux marqueurs musculaires qui sont exprimés, et donc on va conclure à la différenciation musculaire lisse de cette prolifération. Il s'agit bel et bien d'un léomyosarcome cutané. Je vous rappelle, chose qu'on avait dit au cours de la première vidéo, lorsqu'on a un passage ou bien une infiltration du tissu sous-cutané, ça veut dire de l'hypoderme par la prolifération, ça c'est un signe qu'il y a un risque de métastase qui est existant, qui n'est pas négligeable. On passe maintenant à un deuxième exemple. C'était le même tableau clinique, ça veut dire un nodule au niveau de la peau, et on a réalisé une petite biopsie. Alors cette fois pour avoir uniquement le diagnostic et non pas pour faire une exérèse totale de la lésion. Alors on voit très bien qu'on a 4 fragments qui sont colorés avec les colorations HE, et on voit que chacun des 4 fragments porte sur un tissu cutané. Alors on voit très bien un épiderme qui est en haut, qui est le revêtement épithélial de notre peau, avec un aspect qui est atrophique. Alors pourquoi atrophique? Parce que on voit au niveau de cette région une disparition des crêtes épidermiques qui sont normalement présentes au niveau d'un épiderme normal. C'est ce qu'on voit ici et qui n'existe plus au niveau de cette partie. On voit également, en comparant l'aspect de la couche cornée à ce niveau, qu'on a au niveau du milieu de la biopsie une augmentation de la production de couche cornée, et donc ça correspond à une kératose qui, en agrandissant, ne montre pas la persistance de noyaux, donc on va l'appeler tout simplement une orthokératose. Alors au niveau du derme,
qui est la partie la plus profonde qu'on a au niveau de ces biopsies, parce que je ne vois pas de lobule adipeux, donc je ne vois pas d'hypoderme. On a uniquement le derme qui est le siège d'une infiltration tumorale. Alors on voit très bien une architecture qui est fasciculée, on peut imaginer le sens de direction des cellules qui sont d'aspect fusiforme, d'accord, donc c'est des cellules qui sont allongées, avec un cytoplasme qui est assez abondant, donc on voit beaucoup de zones qui sont éosinophiles, qui correspondent au cytoplasme des cellules tumorales. Et puis les noyaux, ils sont franchement atypiques. Alors on voit très bien qu'il y a des noyaux qui sont de petite taille, par exemple à ce niveau, mais aussi des cellules dont le noyau est de taille très importante. Alors quand on a une taille d'un des noyaux qui dépasse 3 fois la taille du plus petit noyau, on parle ici de ce qu'on appelle un pléomorphisme. Alors le pléomorphisme, on le trouve dans plusieurs exemples de sarcomes, notamment les sarcomes qui comportent plusieurs anomalies chromosomiques, à savoir des délétions et des gains de chromosomes. Par contre, le cas inverse serait les chromosomes qui sont dits à translocation. Dans ce cas, ça veut dire que quand on a une translocation, on n'aura pas à voir des atypies qui sont marquées, mais plutôt des atypies qui sont discrètes à modérées, comme c'est le cas par exemple du sarcome synovial, ou aussi le dermatofibrosarcome de Darrier-Ferron. Voilà, donc je reviens à ce cas. On disait qu'on avait des cellules qui étaient franchement atypiques et on avait une architecture qui était fasciculée. On a cette prolifération à ce niveau, cette prolifération à ce niveau aussi, et on avait ce croisement de faisceaux à 90 degrés. Donc on a ici par exemple des faisceaux qui sont dirigés dans ce sens, mais en bas on a des faisceaux de cellules dont les noyaux paraissent arrondis. Ceci va correspondre à des faisceaux qui sont coupés de façon longitudinale en haut et transversale en bas. Si je cherche en plus des atypies les mitoses, je vais tomber sur des mitoses comme par exemple celle-là qui est à ce niveau. Elle n'est pas très bien claire, mais c'est une mitose qui est dite atypique ou bien anormale. C'est une mitose dont le contenu chromosomique va être réparti en 4 pôles au lieu d'être réparti en 2 pôles, qui est la situation normale. Donc c'est une mitose qu'on va appeler une mitose tétrapolaire. Ça veut dire avec une répartition du matériel chromosomique sur 4 pôles au lieu de 2 pôles. Voilà. Donc on a aussi associé à la prolifération qui est au milieu, à ce niveau, un infiltré inflammatoire qui est dense, qui est fait essentiellement de cellules lymphocytaires et plasmocytaires. Donc on se demande ici, c'est une prolifération qui est d'allure sarcomateuse. Qu'est-ce qu'on va demander comme anticorps? Ça veut dire quels sont les diagnostics qu'on va évoquer. Alors au niveau de la peau, bien sûr, on doit avoir à l'esprit le carcinome épidermoïde dans sa variante sarcomatoïde. Donc comme premier anticorps qu'on va utiliser, c'est la cytokératine. Alors ça, c'est l'anticorps anti-cytokératine. Alors on voit très bien que notre prélément il comporte déjà un témoin interne, qui est notre épiderme, qui exprime normalement de la cytokératine. La cytokératine, ça correspond à un filament intermédiaire cytoplasmique, ce qui veut dire que le marquage que j'aurai, il va être cytoplasmique avec une négativité des structures qu'on voit ici, qui sont les noyaux. Si je descends en bas maintenant pour voir ma prolifération, je vais noter déjà, même si on a utilisé l'hématoxyline en contre-coloration, que c'est des cellules qui sont franchement atypiques, avec des noyaux qui sont hyper chromatiques et qui présentent des variations de taille et de forme de leur noyau. Et je note également qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de teinte qui est brune au niveau du cytoplasme des cellules tumorales, donc c'est des cellules qui n'expriment pas la cytokératine. Quoique, j'aimerais mentionner qu'il est possible d'avoir parfois un marquage qui est focal par cette cytokératine. Ça ne doit pas faire interpréter le néoplasme comme étant un carcinome épidermoïde sarcomatoïde et donc éliminer directement un léomyosarcome. Voilà, donc c'était une négativité au niveau de la tumeur pour la cytokératine. Je passe maintenant à un autre marqueur qui est la protéine S100. Alors la protéine S100, c'est un marqueur, c'est une molécule qui se trouve exprimée concernant le siège cutané au niveau de certaines cellules épidermiques, notamment les cellules de Langerhans, et les mélanocytes, mais aussi les histiocytes et les macrophages au niveau dermique. On voit très bien qu'à ce grossissement, on a une teinte qui est rouge plutôt que brune. C'est normal parce qu'on a changé tout simplement le chromogène. Quand on utilise au cours de la technique d'immunohistochimie un chromogène brun, on aura une positivité qui va se traduire par une teinte qui est brune, alors que ça va être le rouge quand on va utiliser un chromogène qui est rouge. Donc on a grandi un peu au niveau de l'épiderme déjà.
on voit très bien la présence de plusieurs éléments qui sont marqués. C'est tout d'abord un marquage qui est cytoplasmique, qui marque des cellules qu'on trouve au niveau de cette couche, qui est la couche épineuse, et ces cellules qu'on trouve à ce niveau, c'est des cellules de Langerhans. Au niveau de la couche basale, on a également certaines cellules qui sont marquées, comme par exemple à ce niveau, et qui émettent des prolongements dendritiques, qui sont pas trop visibles ici, et qui correspondent aux mélanocytes. Voilà, j'ai oublié de mentionner que les cellules de Langerhans, elles également vont émettre des prolongements qui sont dendritiques. Alors au niveau du derme, on a également des cellules qui sont marquées, qui sont positives. C'est des histiocytes ou bien des macrophages qui se trouvent mêlés à cet infiltré inflammatoire qui est fait pour le reste de lymphocytes et de plasmocytes. Alors si je descends vers notre prolifération, qui est à ce niveau, on voit très bien les noyaux augmenter de taille hyperchromatique à ce niveau, là aussi, là aussi. Donc tout ça, ça correspond à mon prolifération qui ne montre aucun marquage par la protéine S100. Passons maintenant à un autre anticorps, qui est l'anticorps anti-SOX10. C'est un anticorps qu'on utilise pour démontrer une différenciation mélanocytaire. Alors, on va agrandir un peu au niveau de l'épiderme pour vérifier tout ça. Ça veut dire que le SOX10 est exprimé au niveau de mélanocytes et on va se trouver à ce niveau au niveau de l'épiderme. On voit les différentes couches, la basale, l'épineuse, une petite couche granuleuse avec les grains de créatoéline qui sont visibles à ce niveau et puis le côté extérieur avec la couche cornée. On voit qu'il y a des noyaux qui sont marqués, donc un noyau qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là. Et donc, première différence par rapport à la protéine naissance, c'est qu'on a par l'anticorps anti-SOX10 un marquage qui est plutôt nucléaire. Tous les noyaux qui sont marqués, ça correspond au noyau de mélanocytes. La deuxième différence, c'est qu'on n'a pas, comme pour la protéine naissance, un marquage ni des cellules de Langerhans, ni des cellules histiocytaires. Parce que rappelez-vous, au niveau de ce même fragment, lorsqu'on a utilisé l'anticorps anti-protéine S100, on avait observé certaines cellules au niveau de cette partie qui contient un infiltré inflammatoire dense et qui exprimait la protéine S100 qui correspondait à des cellules histiocytaires ainsi qu'à des macrophages. Alors ici, au niveau de l'infiltré inflammatoire dense, on ne voit aucun noyau qui est marqué. Alors descendons maintenant vers la prolifération. Elle est située à ce niveau, je vois très bien les noyaux qui sont atypiques, la disposition en faisceau, et puis on peut dire ou bien imaginer un certain marquage, une certaine teinte qui est rosée, mais ne pas oublier bien sûr que le marquage il est nucléaire. Si je passe un plus fort grossissement, je vais noter que cette teinte un peu rosée, elle est trouvée uniquement au niveau cytoplasmique et pas au niveau des noyaux. Et donc puisque je n'ai pas de noyaux qui sont marqués, qui sont rouges, donc je vais dire que la prolifération, elle n'exprime pas le SOX10. Et donc le marquage, il est totalement négatif. Passons maintenant aux marqueurs musculaires qu'on a utilisés pour le premier cas. Alors ici, on a la desmine, et dès le faible grossissement, on a cette prolifération qui est fortement marquée. Et donc on a utilisé pour ce cas un chromogène qui est brun, et donc la positivité va être traduite par une couleur qui est brune qu'on va noter au niveau du cytoplasme des cellules avec une négativité des noyaux qui reste toujours bleu. Voilà. Donc on a ici la prolifération, de ce côté également, et puis en haut on a l'infiltré inflammatoire avec notre épiderme à ce niveau. La même chose pour le marqueur qui reste, ça veut dire en utilisant l'anticorps anti-AML, où on voit notre épiderme, la couche cornée qui est à ce niveau, qui est un peu détachée. On a le derme avec l'infiltré inflammatoire à ce niveau aussi, et puis la prolifération qui montre une expression cytoplasmique de l'AML avec une négativité des noyaux. Donc voilà, donc comme ça on a éliminé à la fois un carcinome épidermoïde ou tout processus carcinomateux au niveau de la peau, on a éliminé également un mélanome et on a démontré les différenciations musculaires lisses par la positivité à l'anticorps anti-desmine et anti-AML. Puisqu'on avait des atypies, on a observé une mitose, c'est largement suffisant pour conclure à un léomyosarcome cutané. Voilà. Donc je passe maintenant rapidement à une petite récapitulation. Donc je vous mets bien sûr en description les liens pour les différentes lames virtuelles qu'on a observées. Et puis, rappelez-vous, c'est un néoplasme malin et qui montre une différenciation musculaire lisse. Rappelez-vous aussi que pour la peau, les lésions qui restent limitées au derme ne donnent jamais de métastase, à l'inverse de celles qui vont avoir une extension vers l'hypoderme. C'est un sarcome qui est assez rare, ça représente un ensemble de 10 à 15% de
tous les sarcomes des extrémités. Sur le plan microscopique, on a vu ces faisceaux entrecroisés à 90 degrés. Les cellules, elles étaient fusiformes, mais rappelez-vous qu'il y a une possibilité d'avoir aussi des cellules un peu arrondies, qu'on appellera épithélioïdes, et le cytoplasme il est éosinophile foncé. Pourquoi? C'est à cause de la présence des myofibrilles contractiles, parfois avec vacuole paranucléaire. On n'a pas vu ça sur cette vidéo, mais c'était bien démontré sur la première vidéo. Les noyaux, ils avaient cette forme en cigare qui montrait des atypies, et il faut avoir au moins une mitose pour conclure à la malignité. Sur le plan immunohistochimique, on a utilisé plusieurs anticorps, notamment sur la vidéo on a vu l'anticorps anti-desmine et anticorps anti-AML. La desmine, c'est quoi? C'est un filament intermédiaire qu'on trouve au niveau du muscle. Et donc le fait de le trouver, c'est un signe de différenciation myogénique, ça veut dire musculaire. C'est un marquage cytoplasmique important, bien intense, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a certains tumeurs qui vont présenter un marquage en point qu'on appelle dot-like, dont certains tumeurs bien sûr, notamment la tumeur desmoplastique à petites cellules. L'HCAL-desmone est aussi un marqueur qu'on a pu utiliser. C'est un marqueur de muscle lisse, ce muscle qu'on trouve normalement au niveau des viscères et des vaisseaux. Je vous donne en parenthèse aussi les témoins internes qu'on pourra utiliser, qu'on pourra chercher pour confirmer que la technique a bien marché. La calponine aussi est un autre marqueur qui va être présent au niveau des cellules musculaires lisses ainsi qu'au niveau des cellules myoépithéliales. Et puis l'AML, qu'on appelle en anglais SMA pour smooth, c'est lisse, muscle, c'est muscle, et actine, ça reste actine. C'est un signe de différenciation musculaire lisse qu'on trouve également au niveau des cellules myoépithéliales, et parfois la cytokératine, elle peut être focale au niveau du léomyosarcome cutané. Donc ça, c'est la fin de la partie immuno concernant le léomyosarcome cutané. Ça reste valable en grande partie pour les léomyosarcomes d'autres localisations. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie également de laisser des suggestions de futures vidéos dans la partie des commentaires, et à très bientôt.